Ce n'étaient pas les avions les plus rapides du ciel. Ils ne transportèrent pas la charge utile la plus lourde. Et pourtant, ils ont gagné. Contre toute attente, en 1982, dans le ciel froid de l'Atlantique Sud, la Royal Navy britannique déploya un avion de chasse unique au monde, le Harrier. Cet avion subsonique, que certains qualifièrent de « jouet à réaction à décollage rapide », allait bientôt devenir la menace la plus meurtrière pour la flotte supersonique argentine, plus rapide et plus rapide. Comment? Parce que la vitesse n'est pas tout en guerre. Agilité, surprise, précision. C'est ce qui compte quand la survie est en jeu. Voici l'histoire méconnue de la façon dont le Harrier, avec sa conception révolutionnaire à décollage et atterrissage verticaux courts, V-STOL, a renversé le cours de l'une des guerres les plus étranges et les plus soudaines du XXe siècle. Une guerre qui s'est déroulée à des milliers de kilomètres de chez eux, sur un archipel isolé et balayé par les vents, dont la plupart des habitants du monde n'avaient jamais entendu parler. Mais la guerre des Malouines ne fut pas qu'une simple anecdote coloniale. Ce fut un tournant dans la guerre aérienne moderne, à une époque encore dominée par la vitesse brute et la puissance de feu. Le Harrier britannique prouva qu'un avion agile et adaptable, piloté par des pilotes d'élite, pouvait surpasser des adversaires en nombre et les devancer. Ce documentaire plonge au cœur du point d'éclair géopolitique qui a déclenché le conflit, les premiers jours désespérés de la force opérationnelle navale britannique, les combats acharnés au-dessus de San Carlos Water et comment une poignée de Harriers ont réussi à abattre vague après vague de Mirage, Dagger et Skyhawks argentins. Nous explorerons la conception pionnière du Harrier, ses racines dans l'expérimentation de la guerre froide et comment il est devenu l'as de la Grande-Bretagne dans le ciel, alors qu'aucune autre force aérienne ne pouvait atteindre ce champ de bataille à temps. Et finalement, nous nous demanderons quelles leçons le monde a-t-il tirées de la victoire du Harrier? Et pourrions-nous entrer dans une nouvelle ère où la flexibilité l'emporterait à nouveau sur la force brute? Il ne s'agit pas seulement d'avions. Il s'agit de savoir comment les sous-estimés peuvent surpasser les imbattables. La guerre des Malouines n'a pas commencé dans les airs. Elle a débuté par un conflit territorial vieux d'un siècle qui s'est soudainement transformé en un conflit à grande échelle. Les îles Malouines, ou Islas Malvinas, comme les appelle l'Argentine, étaient sous contrôle britannique depuis 1833. Mais l'Argentine revendiquait depuis longtemps leur souveraineté, qualifiant la présence britannique de vol colonial. Pendant des décennies, le conflit a couvé diplomatiquement, jusqu'en 1982, confronté à l'effondrement économique et à la montée des troubles intérieurs, la junte militaire argentine a vu l'occasion d'unifier la nation grâce à une diversion audacieuse, reconquérir les îles par la force. Le 2 avril, les troupes argentines ont débarqué aux Malouines et en ont pris le contrôle. Pour beaucoup, l'opération semblait rapide et unilatérale, mais ils avaient de mal calculé. À l'autre bout du monde, le gouvernement britannique, sous la direction de Margaret Thatcher, prit une décision fatidique: reprendre les îles par la force militaire. En quelques jours, une force navale fut lancée, naviguant à 13 000 milles au sud. Mais la Grande-Bretagne se retrouva confrontée à un cauchemar logistique. Pas de bases à proximité, pas de pistes d'atterrissage, pas de présence terrestre, juste l'océan et un ciel contrôlé par l'ennemi. Cela a clairement montré une chose: la supériorité aérienne ne serait pas facultative, elle serait essentielle. Les bombardiers à long rayon d'action de la Royal Air Force étaient quasiment inutiles sans base de soutien. La seule solution viable? Une petite flotte de Sea Harriers, déployée depuis les ponts des porte-avions HMS Hermes et HMS Invincible. C'était un pari risqué. Les Harriers étaient d'un peu nombreux. L'ennemi était nombreux. L'Argentine disposait de dizaines d'avions à réaction rapide, Mirage 3, chasseurs Dagger, A4 Skyhawk, tous basés sur le continent à quelques centaines de kilomètres. Et pourtant, les Harriers étaient le seul espoir de la Grande-Bretagne de maintenir en vie navires, troupes et ravitaillements pendant le débarquement.
La puissance aérienne devint ainsi le pivot de toute la campagne britannique. Et un avion à réaction subsonique, initialement conçu pour la défense de l'Europe pendant la guerre froide, allait subir son épreuve ultime, au-dessus d'un archipel balayé par les vents à des milliers de kilomètres de chez lui. Pour comprendre comment la Grande-Bretagne a réussi à surpasser les avions argentins plus rapides, nous devons examiner la machine au cœur du conflit, le Harrier. À première vue, le Hawker Siddeley. Harrier était un avion de guerre improbable. Il n'était ni aérodynamique ni rapide. Et il n'était certainement pas aussi intimidant qu'un chasseur supersonique. Mais ce qu'il avait était révolutionnaire. VTOL, décollage et atterrissage verticaux. Il s'agit ainsi du premier avion à réaction opérationnelle au monde. Né dans les années 1960, le Harrier a été conçu pour le cauchemar de la guerre froide de l'OTAN. Une frappe soviétique qui anéantirait les pistes d'atterrissage conventionnelles. La solution ? Un chasseur capable de décoller depuis des routes, des clairières ou des plateformes improvisées. Il n'avait pas besoin de pistes, juste d'un espace ouvert. En 1982, la Royal Navy avait adapté ce modèle aux opérations sur porte-avions. La variante Sea Harrier pouvait décoller depuis des porte-avions plus petits, se ravitailler en vol et emporter des missiles RR de pointe, les IM-9L Sidewinder. Il ne s'agissait pas de n'importe quel Sidewinder. L'AIM-9L était un missile multi-aspect, capable de verrouiller des cibles sous tous les angles, y compris de face. Cela conférait au Harrier un avantage considérable en combat rapproché. Mais le véritable génie était tactique. Le Harrier superbe maniabilité, lui, permettait de s'engager dans des combats aériens où la vitesse n'était pas essentielle. Ses tuyères à poussée vectorielle pouvaient rediriger le flux du jet en plein vol, lui permettant de pivoter, de s'immobiliser en plein vol ou de monter brusquement, des astuces qui déconcertaient les pilotes ennemis entraînés aux engagements à grande vitesse classiques. Les avions à réaction argentins, comme le Mirage 3, étaient les plus rapides, sans aucun doute, mais ils étaient bien conçus pour l'interception à haute altitude, et non pour des combats aériens agiles à basse altitude au-dessus de la mer. De plus, ils étaient bas limités par la logistique. Sans ravitaillement en vol, ils ne disposaient que de quelques minutes de combat avant de devoir regagner le continent. Cela signifiait peu de temps pour engager le combat et encore moins pour poursuivre. Les Sea Harrier, en revanche, avaient leur porte-avions juste au large. Ils pouvaient s'attarder plus longtemps, réagir plus vite et revenir plus vite. Et avec des pilotes britanniques entraînés aux tactiques agressives et rapprochées, le Harrier ne se contentait pas de survivre. Il dominait. Ce n'était pas seulement une conception astucieuse, c'était une leçon, l'agilité, la portée et l'intelligence pour aider à surpasser la vitesse brute, lorsqu'il est utilisé par la bonne machine entre les bonnes mains. Tout a commencé par une ambition folle, voler à la verticale depuis un avion de combat. Pas un hélicoptère, ni une expérience de science-fiction, mais un avion supersonique capable de décoller et d'atterrir d'endroits inaccessibles. Une machine volante qui n'aurait pas besoin de pistes pour dominer le ciel. Le parcours jusqu'au Harrier n'a pas été linéaire. Il a été mouvementé, atypique et très britannique. Remontons aux années 1950. Après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne était confrontée à la dure réalité de la réduction des budgets, à la montée des menaces de la guerre froide et à la nécessité de projeter sa puissance à l'échelle mondiale sans le luxe de porte-avions géants ou de bases aériennes gigantesques. Les avions à réaction évoluaient rapidement. Ils devenaient plus rapides, plus aérodynamiques et plus coûteux. Mais dans l'ombre, des ingénieurs peaufinaient discrètement une idée susceptible de révolutionner les règles du jeu. La plupart l'ont rejetée. Les Américains, les Russes et même les partenaires de l'OTAN croyaient en des pistes plus grandes et plus performantes, et en des intercepteurs plus rapides. Mais en Grande-Bretagne, les ingénieurs Bristol Siddeley développaient quelque chose d'unique. Le moteur Pegasus 1
turbine à réaction capable de diriger sa poussée grâce à des tuyères rotatives. Au lieu de repousser l'air vers l'arrière, elle pouvait le pousser vers le bas ou dans n'importe quelle direction. C'était la pièce manquante du puzzle. Entrée à Hawker, sous la direction d'un designer visionnaire, M. Sidney Cam, et pilote d'essai Bill Bedford en 1960, ils ont piloté l'EP.127, un prototype expérimental et trapu qui émerveillait les spectateurs en s'élevant verticalement, en planant comme un ovni, puis en passant en vol vers l'avant. Il n'était ni élégant ni rapide, mais il fonctionnait. Ce prototype a évolué vers le Cresserelle, un démonstrateur plus perfectionné, testé par une équipe trinationale composée du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Allemagne de l'Ouest. Son succès a attiré l'attention de Washington. Mais si les Américains ont admiré l'idée, ils ne se sont pas pleinement engagés. La Grande-Bretagne, elle, l'a fait. À la fin des années 1960, le P1127 et le Kestrel étaient devenus quelque chose d'étonnant. Le Harrier GR 1, le premier chasseur VTOL opérationnel au monde. Ce n'était plus seulement une démonstration technique, c'était une arme. Bien que la Royal Air Force l'ait adopté pour des missions de frappe tactique, c'était le Marine Royal qui a pris conscience de sa véritable valeur. La Grande-Bretagne retirait progressivement ses grands porte-avions, trop coûteux à entretenir en temps de paix. Mais grâce aux Harriers, les navires plus petits pouvaient y lancer des avions d'attaque sans catapulte ni câble d'arrêt. C'est ainsi qu'est né le concept révolutionnaire de croiseur à pont traversant, un porteur léger déguisé. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, le corps des Marines des États-Unis s'y intéressait vivement. Les Marines avaient besoin d'un appui aérien rapproché pour les assauts sur les plages et les combats dans la jungle, souvent là où les pistes conventionnelles constituaient des cibles suicides. Avec le Harrier, ils trouvèrent l'appareil idéal. Au début des années 1970, ils introduisirent l'EAV-8A Harrier, la version américanisée, en service. Ainsi, à l'aube des années 1980, le Harrier n'était plus une nouveauté. C'était un avion de combat déployé à l'échelle mondiale, mais nombreux étaient ceux qui doutaient encore de sa véritable valeur au combat. Il était plus lent que la plupart des avions à réaction. Sa charge utile était moindre. Et en combat aérien, nombreux étaient ceux qui doutaient de sa capacité à tenir tête à l'ennemi. Puis vint 1982. La guerre des Malouines-Est devenue le creuset du Harrier. Son moment de vérité. L'Argentine s'était emparée des îles Malouines, lançant la Grande-Bretagne dans une campagne navale désespérée à 13 000 milles de ses côtes. La Royal Navy naviguait sans porte-avions traditionnel. Elle ne disposait que de 2 petits navires, le HMS Hermes et le HMS Invincible, tous deux transportant des escadrilles de Harrier de mer. Ces avions furent modifiés pour les opérations navales, équipés de radars et de missiles Sidewinder. Mais leurs performances brutes restèrent inférieures à celles de l'Argentine, Mirage 3 et Poignard chasseur. Des jets supersoniques plus rapides, volant plus haut et dotés d'une meilleure accélération. Mais dans un combat réel, la vitesse seule ne suffisait pas. Les Sea Harriers ont tiré parti de leur agilité VTOL pour les virages serrés et les angles de surprise. Ils pouvaient surgir du niveau de la mer, utiliser la poussée verticale pour déjouer les plans et opérer dans des conditions orageuses qui clouaient au sol les avions argentins. Plus important encore, ils utilisaient leurs radars Blue Fox et missiles AIM 9L Sidewinder, des chercheurs tous aspects qui pourraient tuer dans n'importe quelle direction. Les Harriers n'ont pas seulement survécu, ils ont dominé. À la fin du conflit, les Harriers britanniques avaient abattu plus de 20 avions argentins sans pertes RR. Ils ont prouvé que l'agilité, le positionnement et l'habileté du pilote pouvaient les vaincre la vitesse pure. Plus encore, ils ont prouvé que le VTOL était non seulement viable, mais supérieur entre de bonnes mains. Après la guerre, l'intérêt pour le Harrier a explosé. Les leçons tirées des Malouines ont influencé la réflexion mondiale sur l'aéronaval et la projection de puissance. Les Marines américains
ont redoublé d'efforts en commandant l'EAV 8B Harrier II, co-développé avec un McDonnell Douglas, avec une avionique améliorée, un moteur Pegasus plus puissant et une plus grande capacité de charge utile. La Grande-Bretagne a emboîté le pas avec Harrier GR 5 et GR 7, des variantes modernisées intégrant la vision nocturne, des armes à guidage de précision et des systèmes de cockpit numérique. Dans les années 1990, les Harriers effectuaient des missions au-dessus de la Bosnie, du Kosovo, de l'Irak et de l'Afghanistan, larguant des bombes guidées par laser et soutenant les troupes dans des environnements difficiles et isolés. Mais la chaîne évolutive ne s'arrête pas là. Les performances au combat du Harrier ont posé les bases philosophiques d'une toute nouvelle génération de chasseurs. Elles ont directement influencé les exigences de portance verticale dans l'armée de l'air. Programme d'avions de combat interarmés, conduisant au développement de l'AF-35B Lightning II. Un avion à réaction furtif et supersonique, doté de capacités de décollage court et d'atterrissage vertical. Lorsque le Royaume-Uni a retiré ses derniers Harrier du service en 2010, beaucoup ont pleuré la fin d'une époque. Mais leur ADN perdure, sur les ponts du HMS Queen Elizabeth et dans chaque F-35B qui s'élance vers le ciel depuis un navire trop petit pour lancer des avions à réaction traditionnelle. Ce qui a commencé comme une curiosité expérimentale dans un petit hangar britannique est devenu l'une des révolutions aériennes les plus marquantes du XXe siècle. Le Harrier ne s'est pas contenté de voler. Il a transgressé les règles. Ce faisant, il a prouvé que parfois, la victoire n'appartient pas aux plus rapides. Elle appartient aux plus intelligents. Le Sea Harrier n'était pas l'avion à réaction le plus rapide de l'Atlantique Sud, loin de là. Mais lors de la guerre des Malouines, ce n'est pas la vitesse qui a prévalu, mais l'adaptabilité, la précision et l'habileté du pilote. La force opérationnelle britannique présentait une vulnérabilité majeure. Les navires. Sans aérodrome terrestre, toute la campagne dépendait des lignes de ravitaillement naval, des cibles flottantes dans un océan grouillant d'avions argentins. Chaque navire perdu signifiait l'échec potentiel de l'opération. C'est là que les Sea Harriers sont intervenus. Basés sur les ponts des HMS Hermes et HMS Invincible, ces chasseurs compacts furent rapidement surnommés « la peste noire » par les pilotes argentins. Équipés de missiles AIM-9L Sidewinder, une arme à tête chercheuse thermique bien supérieure aux anciens modèles argentins, les Harriers disposaient d'un avantage décisif. L'AIM-9L pouvait verrouiller son tir sous n'importe quel angle, et pas seulement par l'arrière, transformant les combats aériens en embuscades meurtrières. Mais la véritable révolution était verticale. La conception V-STOL, décollage et atterrissage verticaux courts, du Harrier lui permettait d'opérer dans des conditions difficiles et lui conférait une maniabilité inégalée au combat. Les pilotes pouvaient effectuer des montées rapides, des virages serrés et des manœuvres stationnaires qu'aucun avion à réaction conventionnelle ne pouvait égaler. Dans le climat rigoureux et imprévisible des Malouines, cette agilité s'est avérée précieuse. Pourtant, ils étaient en infériorité numérique. Les Mirage et les Daggers argentins volaient au plus vite et avaient un rayon d'action plus important. Mais les pilotes britanniques, dont beaucoup étaient des vétérans de la Fleet Air Arm, s'adaptèrent rapidement. Ils exploitèrent la couverture nuageuse, utilisèrent les vecteurs radars des destroyers de la Royal Navy et lancèrent des embuscades à basse altitude pour économiser du carburant et éviter les radars. Les résultats ont été stupéfiants. Au cours de la guerre, les Sea Harriers ont abattu 20 avions ennemis sans une seule perte en combat aérien. Un taux de mortalité exceptionnel. Ils ont protégé la flotte, réprimé les raids aériens ennemis et soutenu les opérations terrestres lors des débarquements cruciaux dans la baie de San Carlos, une zone si dangereuse qu'elle était surnommée l'allée des Bimizao. Bombes. Pourtant, les Sea Harriers n'étaient pas que des outils défensifs. Ils effectuaient des missions d'attaque au sol, frappant des installations radars, des convois de troupes et des positions d'artillerie, souvent par mauvaise visibilité et sous le feu ennemi.
Leur polyvalence en fit l'épine dorsale de la campagne aérienne britannique. Lorsque les Argentins comprirent l'efficacité des Sea Harriers, il était trop tard. Leur tactique était émoussée, leur morale ébranlée et leur portée offensive paralysée. Les avions à réaction subsonique britanniques avaient renversé le cours de la guerre, non pas en étant plus rapides, mais en étant plus intelligents. Bien que la guerre des Malouines ait pris fin en 1982, la légende du Harrier perdurait, non seulement dans les hangars britanniques, mais aussi dans les doctrines militaires du monde entier. Cette guerre avait prouvé une chose révolutionnaire. La supériorité aérienne ne dépendait pas uniquement de la vitesse, de la furtivité ou du nombre. Elle pouvait être conquise par l'agilité, la tactique et la bonne machine au bon endroit. Après la guerre, la réputation du Sea Harrier s'est envolée. Les pilotes qui l'avaient repiloté sont devenus instructeurs, façonnant la prochaine génération d'aviateurs navals. Les analystes de la défense des alliés de l'OTAN ont étudié de près les données de combat des Malouines. Une leçon est ressortie de tous. V-STOL a fonctionné. Et dans certaines conditions, c'était imbattable. La Royal Navy a investi massivement dans l'amélioration de la plateforme arrière. Des améliorations ont été apportées au radar, à l'avionique et au système d'armes. Le Sea Harrier FA-2, équipé de son radar Blue Vixen et de ses missiles AMRAAM, était le fruit direct de l'expérience acquise lors des combats aux Malouines. Plus intelligent, plus meurtrier et mieux adapté aux menaces modernes, il est resté en service jusqu'en 2006. Mais l'impact du Harrier ne s'est pas arrêté là. De l'autre côté de l'Atlantique, le corps des Marines des États-Unis avait déjà adopté l'AV-8B Harrier II. L'expérience des Malouines a validé leur stratégie d'utilisation des Harriers pour l'appui aérien rapproché dans des environnements difficiles et déployé à l'avant. Le Harrier II est devenu un atout clé dans les conflits, de la guerre du Golfe à l'Afghanistan. Sa capacité à décoller de pistes d'atterrissage improvisées ou de navires d'assaut amphibies a donné aux Marines une puissance de feu dans des zones inaccessibles aux avions à réaction traditionnelle. À bien des égards, les Malouines sont devenues un cas d'école en matière de puissance aérienne asymétrique. Elles ont influencé non seulement la conception des avions à réaction, mais aussi la composition de la flotte, la stratégie aéronavale et la planification des opérations interarmées. Les pays aux ressources limitées, ou OSE, porte-avions plus petits, ont commencé à repenser la notion de puissance aérienne. Nul besoin d'un super porte-avions, mais d'une escadre aérienne flexible. Même le F-35B Lightning II, premier avion furtif supersonique au monde, doté d'une capacité d'atterrissage verticale, doit une partie de son héritage au Harrier. Son développement a été façonné par des décennies d'expérience en matière de décollage-atterrissage vertical, V et STOL. Les ingénieurs affinant le concept du Harrier pour le nouveau siècle. Et pourtant, malgré sa renommée, le Harrier n'était pas invincible. Son autonomie, sa charge utile et ses exigences de maintenance étaient limitées. Piloter un Harrier relevait autant de l'art que de la science. Mais entre les mains de pilotes expérimentés, au cours d'une guerre qui aurait dû être dominée par des avions plus rapides et plus récents, le Harrier avait changé la donne. La guerre des Malouines lui a offert un terrain d'essai, et le Harrier a dépassé toutes les attentes. Longtemps après sa fin de service, son héritage continue de façonner la façon dont les nations conçoivent une puissance aérienne flexible et avancée. Les victoires du Harrier aux Malouines n'étaient pas seulement tactiques, elles étaient symboliques. Un avion subsonique, jugé obsolète par certains, avait surpassé en manœuvrabilité et en combat des avions plus rapides et plus récents. Cela a bouleversé les idées reçues. Pas seulement à Buenos Aires ou à Londres, mais dans tous les centres de commandement militaire, de Washington à Moscou. Les stratèges l'ont remarqué. L'idée qu'un avion de guerre puisse opérer sans piste, depuis des bases improvisées, des routes ou de minuscules porte-avions, est soudain apparue non seulement viable, mais vitale.
À l'ère des missiles guidés par satellite et des doctrines de première frappe, la survivabilité était plus importante que jamais. Le Harrier a prouvé que la flexibilité n'était pas un luxe, mais un multiplicateur de force. Son influence s'est propagée à travers les armées du monde entier. L'Inde et l'Espagne ont développé leur utilisation d'avions ADAC. Les Marines américains ont redoublé d'efforts dans leur programme Harrier, ce qui a permis d'améliorer la poussée verticale, la visibilité du cockpit et les protocoles de sécurité. D'autres pays, même ceux disposant de budgets de défense limités, ont commencé à expérimenter des aérodromes dispersés et des drones ADAC. Le Harrier a également révolutionné le combat aérien. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le combat aérien était de retour sur le devant de la scène. Non pas comme une relique, mais comme une nécessité tactique. Les pilotes de Harrier étaient soudain perçus non plus comme de simples aviateurs, mais comme des combattants au couteau dans les airs. Agiles, audacieux et imprévisibles. Dans la mémoire britannique, les Malouines sont devenus un moment de détermination nationale. Le Harrier, avec son rugissement planant emblématique, est devenu un symbole de résilience, rappelant que l'innovation, alliée au courage, peut abattre n'importe quel champ de bataille. Des décennies plus tard, documentaires, simulations de vol et meetings aériens continuent de rendre hommage au rôle de cet avion. Les Harriers à la retraite trônent fièrement dans les musées, mais leur héritage est loin d'être statique. Leur ADN perdure dans le F-35B, dans la stratégie navale et dans tous les débats sur la puissance aérienne moderne. Le plus grand héritage du Harrier n'est peut-être pas technique, mais philosophique. Il a enseigné au monde que la guerre ne privilégie pas toujours l'outil le plus gros, le plus rapide ou le plus accrocheur. Elle privilégie celui qui est le mieux adapté à la mission. Les Malouines nous ont donné cette leçon de clarté froide et brutale. Et le Harrier, s'élevant verticalement dans le ciel gris de l'Atlantique Sud, l'a transmise avec précision. Bien que le Harrier ait été retiré du service en première ligne au Royaume-Uni et que les États-Unis le retirent progressivement du service, son esprit est loin d'être ancré. Sa philosophie de conception, décollage vertical, adaptabilité aux pistes courtes et polyvalence, perdure dans l'un des avions les plus avancés jamais construits, le F-35B Lightning II. Le F-35B n'est pas seulement un successeur, c'est un aboutissement. Conçu avec des systèmes furtifs assistés par IA, la fusion de capteurs et la capacité STOVL, il peut être lancé depuis des navires d'assaut ou des bases avancées en zone contestée, à l'instar du Harrier autrefois. Mais il fait plus encore. Il voit le premier, tire le premier, et souvent passe inaperçu. À l'ère moderne, les leçons du Harrier ont été assimilées, puis amplifiées. Au-delà du F-35B, les tendances mondiales en matière de défense continuent de privilégier l'agilité plutôt que le volume. Les nations investissent de plus en plus dans les opérations dispersées, les capacités de décollage vertical et les drones VTOL. Le champ de bataille urbain du futur ne permettra peut-être pas de longues pistes, mais il privilégiera les avions capables de s'adapter, de planer, de frapper et de disparaître. Parallèlement, les technologies émergentes comme les armes à énergie dirigée, les drones autonomes en essaim et les systèmes de propulsion de nouvelle génération remodèlent le combat vertical. Certains laboratoires de défense explorent même des avions hybrides, combinant les performances d'une voilure fixe et d'une portance rotative. En somme, des plateformes supersoniques de type Harrier pour le XXIe siècle. La carte géopolitique évolue également. Dans la région Indo-Pacifique, où les petites îles pourraient mieux devenir des points chauds, les avions ADAC offrent une flexibilité inégalée. Une simple autoroute, un pont plat ou une plateforme cachée deviennent une base aérienne. C'est l'héritage tactique du Harrier, des avions de combat libérés de la tyrannie des pistes. Pourtant, avec la hausse des coûts, les frictions politiques et l'avènement des systèmes sans pilote, le débat fait rage. Les futurs avions verticaux seront-ils pilotés? Ou le véritable héritier du Harrier sera-t-il un drone furtif, capable de décoller en VTOL, agile
économique et jetable. Ce qui est clair, c'est que les Malouines n'ont pas seulement validé le Harrier. Elles ont validé une idée. En temps de guerre, ce n'est pas seulement la machine qui compte, mais sa rapidité d'adaptation au chaos. De ce point de vue, le Harrier n'était pas seulement en avance sur son temps. Ils définissent que le temps deviendrait. L'histoire du Harrier n'est pas seulement un chapitre de l'histoire de l'aviation. C'est une leçon d'innovation, de risque et de triomphe sous pression. En 1982, face à des ennemis plus rapides et plus nombreux, le Harrier a déjoué les pronostics. Il s'est envolé à la verticale des navires, a combattu avec acharnement dans les airs et a contribué à renverser le cours de la guerre des Malouines. Mais plus encore, il a brisé le mythe selon lequel seule la vitesse permet de remporter les batailles aériennes. Manœuvrabilité, flexibilité, habileté du pilote et stratégie se sont avérés décisifs. De ses origines durant la guerre froide à son héritage militaire, le Harrier est devenu plus qu'une simple machine. Il était le symbole de l'audace de l'ingénierie britannique et de sa capacité d'adaptation au champ de bataille. Il survolait les mers, opérait sur des terrains accidentés et frappait là où personne ne l'attendait. Son ADN perdure aujourd'hui, dans le F-35B, les drones VTOL et dans toutes les doctrines militaires privilégiant l'agilité à la taille. Le Harrier a démontré qu'avec la technologie adéquate, même une petite force peut exercer une puissance bien supérieure à sa taille. Si cette histoire a remis en question ce que vous pensiez savoir sur la guerre aérienne, si elle vous a ouvert les yeux sur l'aspect caché qui a changé la guerre, alors voici ce que vous pouvez faire ensuite. J'aime cette vidéo. Partagez-le avec d'autres passionnés d'histoire et d'aviation. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de documentaires approfondis qui révèlent les éléments qui ont changé la donne dans l'histoire militaire. Et si vous pensez que le voyage du Harrier a été remarquable, attendez de voir la suite. Parce que l'histoire ne se résume pas à ce qui s'est passé. Il s'agit de pourquoi cela compte toujours.